Bonjour à toutes et à tous et bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Heureusement que vous appelez Gilles et pas Kevin, hein, parce que c'est... le Kevin il est en retard. Donc, le Kevin il est en retard. Après il va nous dire qu'il voudrait que le Kevin ait une bonne réputation. Un doc sur Paris Première, Sauvons les Kevin. C'est un document qui sous couvert d'humour montre la véritable discrimination qu'il y a à l'égard de ceux qui portent ce prénom. C'est à la fois drôle et à la fois glaçant. C'est très très bien fait. On va en parler avec Kevin Fafournou qui est le réalisateur de ce document et il va nous raconter un petit peu le poids que représente ce prénom. Vous avez une image. Si je vous dis Kevin, vous me dites quoi? C'est compliqué pour moi. Pourquoi? Parce que vous avez un petit copain qui s'appelle Kevin? Allez-y, me outer en direct pendant que vous y êtes. Une petite copine qui s'appelle Kevin. Ça veut dire qu'elle a un peu de moustache. Vous avez un ami qui s'appelle Kevin. J'ai un ami qui s'appelle Kevin, on va dire ça. Voilà. Un ami mais de c'est vrai 5 ans. De 5 ans. Ça a duré 5 ans, puisque vous me outé en direct. Non, mais c'est vous qui me dites, c'est difficile pour moi, donc on comprend. Bref, bon, on va pas... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais l'image du Kevin est compliquée. Nous avons Kevin qui arrive en retard. Tous les Kevin arrivent en retard. Les Kevin ont cette réputation d'être en retard. Bonjour. Bonjour Kevin Fafournou. Vous avez raté un métro? Non, le trafic très compliqué ce matin, là, sur le métro. Ligne 9, waouh. J'étais en train de dire combien votre doc était fascinant. Merci beaucoup. Vraiment, à la fois sous couvert d'humour, je disais, c'est vraiment réalisé de façon très dynamique et assez humoristique, mais en même temps, ça dit quelque chose de terrifiant sur une discrimination au prénom. Oui. Et effectivement, vous avez des Kevin qui témoignent, c'est vertigineux ce qu'ils racontent. Hein. Oui, complètement. Ouais. On va en parler. Mais je suis d'accord. Hein, je connais quelqu'un qui sort, il y a très longtemps avec un Kevin. Je me suis dit, mais c'est quoi ce plouc? Voilà, c'est un peu l'image. C'est pas le même, rassurez nos auditeurs. C'est pas le mien. C'est pas non, bien sûr que non. Donc, on va en reparler avec vous. C'est une enquête très fouillée, très intéressante, qui, au-delà, encore une fois, du côté qui peut paraître humoristique, pose de réels problèmes. Et vous, Valérie, vous avez toujours accepté, il n'y a pas eu de souci. La maison de Valérie. Non, mais on va en parler avec vous des prénoms. Mais Kevin est particulièrement emblématique et stigmatisé. Il y a des Brian aussi un petit peu, mais puis il y a eu Régis avec les nuls. C'était dur au moment de l'époque des nuls de s'appeler Régis. Régis, c'est un con. Mais Kevin, il y a eu un pic de Kevin en 91. J'ai découvert ça et effectivement, on est sur un sujet important. On va passer tout de suite au zapping. Gilles, vous avez regardé la télévision hier soir et vous nous dites ce qui s'est passé. Sud Radio Média, l'instant zapping. La trêve que l'on tente et la trêve qui s'arrête. La trêve qui s'arrête, c'est en Israël avec une attaque massive à Gaza après la rupture des négociations entre le Hamas et Israël et le fait qu'ils ont refusé de libérer des prisonniers. Point sur des otages, qui sont aussi prisonniers du coup. Point sur la situation dans le 20h de France 2. Dans les décombres de cet immeuble détruit cette nuit, ils cherchent encore des victimes avec des moyens de fortune. Et en trouvent. Les hôpitaux sont débordés, plus de 500 blessés et les morgues pleines, plus de 400 morts selon le Hamas. La nuit dernière a été une des plus meurtrières à Gaza depuis le début de la guerre. Je dormais près de mes enfants. Maintenant, ils sont morts. Et mon mari aussi. Il est 2h du matin. Ces avions de chasse et hélicoptères de combat israéliens décollent pour des frappes sans précédent depuis la trêve entamée le 19 janvier dernier. 80 cibles terroristes selon Israël en différents lieux de l'enclave. 4 membres de la branche politique du Hamas sont tués, dont Essam Eldahalis, le chef du gouvernement de Gaza. C'était évidemment dans le 20h de France 2. Une trêve que l'on tente, Valérie. Nicole Croisy avait pu dire, grande philosophe, téléphone-moi et dis-moi que tu m'aimes. On espère que le téléphone pleure pas pour les Ukrainiens. Oui, j'ai un peu de culture de chanson française. Un appel de 2h30 entre le président russe et américain qui nous rappelle évidemment l'époque du téléphone rouge. Reportage hier dans le JT. Plus aucune frappe sur des infrastructures énergétiques pendant 30 jours. Côté russe comme côté ukrainien. C'est la concession faite ce soir par Vladimir Poutine. Mais est-ce un premier pas vers la paix? Les deux présidents, américains et russes, se sont parlé pendant 2h28.
Aucune image n'a filtré de la conversation téléphonique, mais l'information a fait la une dans les deux pays. C'est la plus longue conversation téléphonique dans l'histoire des relations USA-Russie. La Maison-Blanche a vanté, je cite, l'immense avantage d'une meilleure relation avec la Russie, mais est resté assez vague sur le contenu des échanges. Les deux chefs d'État sont tombés d'accord sur le fait que le conflit doit se terminer avec une paix durable. Dans votre documentaire sur les Kevin, vous avez un Kevin qui témoigne et qui dit moi je ne serai jamais président parce que je m'appelle Kevin, parce que ça serait un peu ridicule d'avoir un président qui s'appelle Kevin. On a un président qui s'appelle Donald, non? Oui, c'est pas faux. Les États-Unis ont un Oui, c'est pas faux, ouais. Donc peut-être de l'espoir pour ce témoin de votre documentaire. Demain, c'est le retour de Kylian Mbappé. Bon, là aussi, un prénom plutôt là aussi irlandais, puisqu'on découvrira que Kevin est irlandais. En équipe de France, alors c'est un événement. Je ne sais pas si vous avez vu, Valérie, communication à tous les étages pour le retour de l'enfant prodigue. Après le Parisien, interview hier, incroyable sur TF1, du numéro 10. Est-ce qu'il peut arriver d'en avoir assez ? On appelle ça le burn-out. Certains appellent ça un petit accès de déprime, un coup de moins bien. C'est arrivé à d'autres sportifs de très haut niveau. Est-ce que c'est ça que vous avez vécu à l'automne dernier ? Non. Je pense qu'il faut juste accepter en tant que sportif de haut niveau et même en tant qu'être humain que une carrière professionnelle ou une vie, c'est jamais linéaire. Il y a des moments où vous êtes au top, il y a des moments où vous êtes moins bien. Et il faut savoir se retourner sur ce qu'on aime faire et se remettre au travail, parce qu'on sait qu'à force de travail, la situation elle peut être renversée, et c'est ce qui s'est passé. Des mauvais moments, je pense que n'importe quel sportif peut en avoir, j'en ai eu, et je pense que ça fait partie de la carrière d'un sportif, et c'est important d'en avoir conscience et d'avoir les capacités de s'en relever. Alors, carton en vue de l'audience, demain, diffusion du match sur TF1. Absolument. Avec le retour de Kylian Mbappé. Alors c'est une histoire hallucinante que je vais vous raconter. Si on connaissait le squat d'une maison ou d'un appartement, je ne sais pas si vous avez vu cette information. Aujourd'hui, c'est le squat d'une ferme. Les squatteurs produisent et continuent à produire avec les animaux, les vendent sur les marchés et autres, mais n'ont jamais payé les fermiers à qui ils ont acheté la ferme. C'est une drôle d'histoire. Patrice appose cette pancarte devant son exploitation, qu'il est censé avoir vendue depuis 2 ans déjà. On n'a jamais été réglé. Alors nous remettons le corps de ferme en vente. C'est un message pour les forcer à payer ou à partir. Car dans cette ferme de 65 hectares, une famille a pris possession des lieux. Intéressés, ils signent un compromis de vente. Patrice et Josiane travaillent même avec eux pendant 3 mois pour assurer la transmission. Mais le couple n'a jamais reçu un centime. Pour eux, ils sont chez eux. Oui, à combien de personnes ils ont dit ils sont propriétaires. Mais c'est faux. Car sans paiement de leur part, le notaire n'a jamais conclu l'acte de vente. Mais il est trop tard, Patrice et Josiane ont déjà donné leurs clés à la famille. Aujourd'hui, ces agriculteurs sont là pour montrer leur soutien. La famille vend du lait, vend des animaux, donc reçoit des paiements des animaux. Et derrière ça, ils payent personne. L'idée aussi, c'est de leur mettre la pression aujourd'hui. Alors à noter que l'agriculteur lésé, Patrick Garanger, était ce matin sur Sud Radio. Il s'est confié dans le Petit Matin de Benjamin Glaise. Il a même indiqué que donc il avait dû reprendre un travail à temps complet au lieu de profiter de la retraite. L'idée de vendre sa ferme était de profiter de cette retraite. C'est un entretien que vous pouvez réécouter sur le podcast de Sud Radio de Benjamin Glaise. C'est vraiment une interview assez émouvante. Très forte. Et puis nous, qui avons de temps en temps travaillé avec des notaires et une émission de notaires, donnez vos clés que quand tout est signé et quand la promesse de vente est signée, ils ont voulu être gentils, ça s'est retourné contre eux. Triste nouvelle, Jacques Delaporte, musicien, comédien et auteur du célèbre La salsa du démon. Eh oui, est décédé hier à 78 ans des suites d'une maladie. Il avait fait aussi partie de la bande du Splendide. Tous les comédiens du Splendide ont réagi. C'est d'ailleurs Bruno Moineau qui a annoncé le départ de Jacques Delaporte. On l'écoute ? Ah oui, c'est mon son numéro 5. Salsa du démon. Salsa. Eh oui. Toute une époque. Eh oui, il y a des Kevin qui ont dû danser sur la salsa du démon.
On a déjà des questions sur les Kevin. Est-ce qu'il y a beaucoup de Kevin qui ont changé de nom? On va en parler avec vous. Il y en a un dans votre documentaire qui témoigne masqué, avec la voix déformée. C'est quand même dingue qu'on en soit là. Hein. On va y revenir avec vous, Kevin Fafournou, dans un instant. Sauvons les Kevin, ce sera ce samedi à 22h55 sur Paris Première. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. L'invité du jour. L'invité du jour, Kevin Fafournou. Bonjour Kevin, rebonjour. Vous êtes réalisateur et je recommande à tout le monde d'aller voir ce doc sur Paris Première. Sauvons les Kevin. Vous vous appelez Kevin. Oui. Et quel a été le point de départ de ce document? Le point de départ, ça fait depuis plusieurs années, je suis plutôt embarrassé lorsque je dois donner mon prénom auprès de personnes que je ne connais pas. Parce que je sais pertinemment qu'on va me mettre une étiquette ou un cliché sur moi. Sans même me connaître, et ça me gêne. Bien sûr. Et puis j'en avais marre aussi de voir toutes les blagues et tout ce qu'on peut voir sur les Kevin sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Je me dis, il faut vraiment étudier cette problématique et essayer de comprendre d'où ça vient pour essayer de déconstruire tout ça, quoi. Ouais, alors vous avez enquêté, c'est très, à la fois ce que je disais, c'est très ludique, c'est vraiment très très bien réalisé. C'est moderne, la réalisation est formidable. C'est drôle et en même temps c'est tragique parce qu'il y a une souffrance terrible, puisque vous avez interrogé un certain nombre de Kevin, et c'est vrai ça nous renvoie à nous, ça nous renvoie à nos propres préjugés. Il y a un avocat qui s'appelle Kevin, et effectivement, on est presque choqué de voir un avocat qui s'appelle Kevin, parce que c'est connoté. Peut-être qu'on peut écouter, Gilles, le début du documentaire. Le début, c'est donc diffusé samedi à 22h55 pour donner l'horaire. Ce samedi. Et vous démarrez évidemment avec un micro-trottoir. Si on vous dit Kevin, ça vous fait penser à quoi? Ça me fait penser à un beauf, désolé. Pense à un garçon avec la casquette à l'envers, un petit mulet et quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Soit c'est des geeks, soit c'est des personnes aigries. Le kéké de la classe, le bolos un peu. Peut-être pas très stylé, quelqu'un de la campagne aussi. J'ai l'impression que c'est un nom qui vient du Nord avec des gens assez gros, avec une petite bière, je suis désolée. Kevin, gros kéké, gros lourdeau, à draguer les meufs, écouter la musique à fond à voiture, aller en boîte tous les soirs, voilà, ça c'est Kevin. C'est comme ça, mon prénom fait rire. Et même si je possède une bonne dose de second degré, il est devenu un véritable phénomène de société tout à fait négatif. Un nom commun associé à des stéréotypes, bof, geek, relou, liés au tuning et à un goût vestimentaire douteux. Mais je dirais que ça, c'est valable pour beaucoup de choses. Souvent, on pense que les gros sont feignants ou autres. On pense que les rouquins sont mauvais. Enfin, il y a plein de stéréotypes. Pourquoi celui-là vous a fait plus souffrir que d'autres? Parce que finalement... Il y a plein de stéréotypes sur les blondes. Hein. Quand on est blonde, peut-être à l'embauche, elle a l'impression qu'elle n'a pas les mêmes chances que quelqu'un qui est brun. Là, en l'occurrence, c'est un cliché que je porte puisque je m'appelle Kevin, en l'occurrence, donc j'ai voulu le combattre. Mais effectivement, le poids des clichés, il y en a partout et il faut effectivement... Mais celui-là est particulièrement fort parce que ça met tout de suite une barrière. Dans les témoignages nombreux que vous avez dans le doc, on voit que très vite, dès qu'on donne le prénom, ça coupe dans la drague, dans plein de... Et sur les CV aussi. C'est un prénom qui a une double problématique. C'est vraiment la discrimination à l'embauche et aussi avec l'aspect, on va dire, sentimental de la chose. Et du coup, c'est vrai que ça bloque pour certains d'entre eux. Et en fait, malencontreusement, ça part de blagues et de second degré sur un prénom. C'est quand même quelque chose de plutôt léger. Au final, qui se répète et qui crée de la discrimination. Et c'est là où il y a un vrai problème. Et c'est parti d'où ? Alors vous êtes parti aux origines du prénom, même vous vous êtes interrogé en vous disant je viens d'un petit bled. On voit vos parents. On voit vos parents. Vous êtes reparti à la source. Vous êtes même allé retrouver Saint Kevin. Mais d'où vient le stéréotype? D'où vient la mauvaise image du prénom Kevin? En fait, comme évoque Baptiste Coulmont, le sociologue qui est dans le film et qui est spécialiste du prénom, depuis toujours, l'émancipation, le choix des prénoms a été porté par les classes supérieures et découlé vers les classes inférieures. Et dans les années 90, ce modèle, il a volé en éclats par une émancipation des classes populaires qui ont conquis leur autonomie culturelle et qui ont choisi des prénoms américanisés. À l'époque, c'était vraiment la mode. Kevin Costner est arrivé à ce moment-là, en 90. Ça a été un vrai phénomène de mode et ça a été très mal perçu, cette émancipation. Et c'est là qu'ont commencé les blagues, les clichés, les stéréotypes, à travers les sketchs d'humoristes. Kevin Ali Semoun a commencé. Voilà.
ça partait d'un bon sentiment, mais en même temps, c'est resté et ça a perduré. Et Internet a amplifié le phénomène avec tous les articles qu'on a pu trouver. Et c'est là que voilà, le décalage s'est créé. Quoi. Le décalage, alors c'est un prénom qui était donné plutôt dans les milieux populaires, on va pas dire défavorisés, mais populaires. Ouais. Donc les deux mis côte à côte, il y avait le cliché des feuilletons américains. Ouais, c'est ça. Aussi, mais est-ce que c'est le cas aux États-Unis? Non, vachement moins. C'est un prénom qui a aucune connotation là-bas. Mais en Allemagne et au Québec, il y a la Danemark, même discrimination. Belgique, Suisse, c'est partout quoi. C'est un phénomène de mode qui a jamais été vu ailleurs, hein, comme dit Monsieur Coulmont. C'est assez incroyable de voir cette courbe qui monte très très haut et qui redescend très très bas. Il y a eu beaucoup d'autres prénoms, on parlait de Brian, Jordan, etc., qui ont été beaucoup donnés, mais pas autant de Kevin. Et notre prénom, en l'espace de 4 ans, dépasse Nicolas, Alexandre. Il y a eu un vrai pic, on le voit en 91. Et c'est ça qui est fou, c'est ce phénomène de mode en fait. Mais vous, en tant que réalisateur, quand vous envoyez un dossier ou un projet à une chaîne de télé, vous pensez que quand vous mettez Kevin, ça empêche... que les chaînes de se dire oh là là. Jean-François Amadieu l'a testé. Hein. Ouais, c'est une très bonne question pour le coup. Après oui, Jean-François Amadieu l'a testé. Il se fait passer pour un Kevin qui a écrit à plein de cellules de recrutement en faisant passer pour un Kevin en disant moi je souffre de problématiques avec mon prénom. Voilà, je veux une promotion. Comment faire, etc. Et les gens lui ont répondu non, c'est pas. Oui, c'est le représentant de, comment on dit maintenant, le défenseur des droits. Le défenseur des droits, ouais. Qui a répondu, c'est pas, c'est juste du harcèlement. En fait. Non. Mais vous, personnellement, pardon, pour reprendre la question de Gilles, vous avez senti que vous avez été bloqué parfois par ce prénom? Moi, j'ai entendu à plusieurs reprises des réflexions, et celles qui sont revenues le plus souvent, c'est t'en veux à tes parents? Que je trouve extrêmement violente. Je peux pas en vouloir à mes parents, c'est eux qui ont choisi ce prénom. C'est mon identité, je le garde, ça n'a pas un problème. Donc voilà, premièrement. Deuxièmement, c'est t'as déjà changé songé à changer ton prénom. Oui, merci. Et je me dis non, pareil, c'est mon identité, je ne peux pas. Enfin, je veux dire. C'est pour ça que celui qui a changé de prénom dans mon film, on m'a témoigné, il m'a bluffé. Enfin, oui, c'est très émouvant parce que il témoigne masqué, de dos, avec la voix transformée. Il se fait appeler Paul dorénavant parce qu'il assumait plus du tout ce prénom. Ouais, on a gardé 4 minutes dans le documentaire, mais on a échangé pendant 45. C'était une vraie souffrance sur bien des aspects. Et c'est vrai il s'est dit, moi, dans ma carrière pro, je pourrais pas aller au-delà de ce que je veux faire avec ce prénom, donc je change. Alors, vous avez fait témoigner beaucoup de Kevin dans votre documentaire, dont un, vous allez voir, quand il va au Starbucks, il s'appelle pas Kevin. Écoutez les témoignages de ces Kevin. Quasiment à chaque fois que je me présente, on va dire qu'il y a toujours une gêne, même encore aujourd'hui. Si je peux éviter de donner mon prénom, je l'évite. Quand on me le demande de manière générale et que ça n'a pas d'importance, je m'arrive même parfois de donner un autre nom. Par exemple, à Starbucks, je m'appelle toujours Gabriel. Il y a quelques années, quand je postais encore des choses sur Twitter, on m'a répondu « Mais si tu t'appelles Kevin, en fait, tu ferais mieux de pas parler. » Dans les commentaires où on échange, quelqu'un me sert « Non, mais c'est des cassos, c'est le genre de personnes qui vont appeler leurs enfants Kevin ou Brian, quoi. » Donc moi, c'est Kevin et mon petit frère, c'est Brian. Quand j'étais petit, on était en 95, il y avait les élections présidentielles et je regardais les débats et je voyais Jacques Chirac et Lionel Jospin. Et je me disais « Jacques, Lionel ». Et je me suis retourné vers ma mère et je lui ai dit « Mais maman, je pourrais jamais être président à cause de toi. » « Ah bon, pourquoi ?»« Avec le prénom que tu m'as donné, jamais je vais gagner. » Et j'ai boudé pendant 3 jours. Incroyable de ne pas assumer son nom au Starbucks. Oui. Non mais c'est terrible, hein. Franchement, encore une fois, c'est vraiment très réussi parce que vous montrez des choses qui sont dramatiques, encore une fois, avec des gens qui le racontent avec une forme de légèreté, mais où on sent une souffrance très 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 profonde. En fait, ce qui est drôle sur le ressenti des gens qui voient le doc, ils me disent ah ouais quand même. Oui, c'est ça, c'est ah ouais quand même, absolument. On pense à quelque chose de très léger au final. Certains me disaient le sujet, il y a quand même plus grave dans la vie. Effectivement, il y a plus grave. Néanmoins, dès lors qu'il y a de la discrimination et qu'il suscite des problématiques dans la vie de certains d'entre nous, oui. Donc les gens qui voient ça me disent ah ouais, on pensait pas que ça irait aussi loin. Parce que vous dites c'est galère à l'école, galère au travail, galère en amour. C'est-à-dire qu'il y a des femmes effectivement qui témoignent et des hommes qui disent quand je dis mon prénom Kevin ou il y a même une capture d'écran à un moment d'une fille qui dit tout le monde sauf Kevin, sauf les Kevin, les Brian et les Jordan, je sais plus donc c'est dur parce que ça commence à l'école, vous le racontez, ça continue au travail et dans les relations amoureuses. Et moi j'ai une amie à moi qui a fait une soirée avec des copines, elles étaient sur Tinder pour voir trouver de l'amour on va dire et il y a un Kevin qui est arrivé et la personne vraiment a swipé sur la gauche en disant c'est mort, c'est pas possible, c'est un Kevin, c'est pas la peine.
Incroyable. Sans même essayer de comprendre. Mais en fait, quand moi j'ai reçu le dossier de presse, ce qui m'a surpris, c'est votre nom attaché à votre prénom. Parce que le vrai décalage, il est là aussi. Vous avez, entre guillemets, un prénom plutôt franchouillard, hein, Fafournou. Et c'est ça, en fait, aussi qui est choquant. On s'attend, voilà, Pierre Fafournou, ça marche bien. Jean-Pierre Fafournou. Non, mais Jean-Pierre Fafournou, ça fait un peu président de Total. Ça marche bien. Gabriel Fafournou, mais en fait, les deux accolés, c'est ça qui m'a le plus choqué. Bon, Kevin, j'ai connu les Kevin, mais c'est plus ça qui m'a choqué. Est-ce que vous pensez aussi que ça surprend le fait d'avoir un nom très français accolé à un nom très américain? Mais c'est un prénom, celtique. C'est celtique. Celtique, ouais. C'est celtique, tout à fait. Ça vient d'Irlande. Vous êtes allé en Irlande, d'ailleurs. Je suis allé en Irlande. À l'origine de... C'était incroyable. Enfin, j'ai découvert le pèlerinage Saint-Kevin. C'est tout petit, mais ça mérite le détour. Et surtout, Kevin, initialement, s'est donné un saint qui voulait dire de noble naissance ou bien engendré. Donc ça partait vraiment d'un bon sentiment. C'était une personne qui est très respectée. Et surtout, c'est le deuxième saint après Saint Patrick en Irlande. Donc c'est quelqu'un de très respecté. Il y a des églises qui portent son nom. Enfin, là-bas, c'est un délire, quoi. Et en fait, après, ça a mal tourné, quoi. Et le lien avec votre nom? Mon nom, non, mon nom c'est pareil, c'est mon identité, c'est un nom qui est auvergnat pour le coup. Moi, je suis de là-bas. Mais vous trouvez pas bizarre la façon dont c'est accolé? Non, moi je trouve que non. Pour le coup, je me suis jamais vraiment posé la question. Puis en réalité, un deuxième doc, c'est parti. Non, mais en réalité, non, c'est moi j'aime mon nom. Enfin, ça fait écho effectivement à un terroir, à tout ça. Ouais. Et Jordan, c'est pas pareil? Jordan, c'est la même problématique en réalité. Jordan Bardella, vous pensez que ça le gêne quelque part, ce prénom? Je pense qu'il en joue. Enfin, oui, il en joue, c'est ça. Je pense que son électorat se situe probablement dans cette classe populaire aussi, je pense. Oui. Vous montrez d'ailleurs un moment Éric Zemmour durant la campagne présidentielle où il y a eu un peu le débat sur les prénoms et qui cite le prénom de Kevin où il dit il ne comprend pas qu'on puisse appeler son fils Kevin. Oui, c'est édifiant. Enfin, c'est dramatique d'en arriver là, quoi. Je veux dire. Vous avez un enfant? Oui. Et il s'appelle comment? Elle s'appelle le Liv. prénom? Elle s'appelle Liv. Liv. L-I-V. Liv, ouais. Ah là aussi vous avez mis un prénom je voulais pas habituel. Bah oui, c'est vrai. On voulait un décalage et vous l'avez eu. C'est un prénom scandinave qui veut dire vie, et voilà. Oui, mais c'est vrai que sur les Kevin, on voit qu'il y a vraiment, il y a vraiment un poids qui est différent des autres prénoms, peut-être parce qu'ils sont aussi plus nombreux. Hein. On voit sur la courbe que vous montrez un pic dans les années 90, ça monte et après ça redescend aussi vite. Hein. Et Baptiste Coumont a vraiment insisté sur ce phénomène de mode avec ce pic-là, et qui est vraiment qui a jamais été vu ailleurs. Et il insiste bien dans le film sur le fait que certains prénoms mettent beaucoup plus de temps à disparaître dans le temps, alors que nous, ça a été très très rapide, quoi. Ouais. Et Kevin, c'était un mec bien, hein, noble naissance, ça voulait dire, et vous lui demandez pourquoi c'est devenu le synonyme, parce que c'est un adjectif aujourd'hui. C'est un Kevin, c'est un loser, c'est un. Ah oui, complètement. Et avec le temps, ça ne change pas. Avec le temps, ça ne change pas. Après, il y a deux choses. La première, c'est que Kevin, maintenant, c'est la jeunesse active de la France. Donc, on est tous presque quarantenaires. Donc, du coup, on est tous. Il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des gens. C'est ça qui m'a déçu. Vous auriez dû prendre que des Kevin. Un cadreur Kevin, un monteur Kevin, un ingé son Kevin. Alors, pour la blague. J'aurais fait un film fait que par des Kevin. Alors, c'était pas possible, malheureusement. Par contre, on s'est retrouvé le temps d'un week-end en studio, dans un studio prêté par un Kevin, avec un Kevin machino, un Kevin électro, des Kevin qui défilaient toute la journée. Ça a été le coup du spectacle et c'était une vraie belle journée. Ouais. Et alors, les réunions des Kevin, ça vous tente d'y aller? On a vu qu'il y avait des réunions parfois, des Kevin du monde entier qui se réunissaient. Alors, est-ce que vous avez l'impression d'appartenir à une communauté ou pas du tout? Ah oui, non, si. Alors, pour le biais de ce projet, en l'occurrence, moi j'ai créé un rassemblement des Kevin en avril dernier qui est dans le film. Parce que je pensais important le fait de se rassembler au sein même de cette problématique, parce que j'ai reçu beaucoup de messages. J'ai reçu initialement 500 témoignages de Kevin quand j'ai lancé le truc. Incroyable. Je me suis dit, mais il faut faire quelque chose avec ça. Donc on s'est rassemblés à Paris, on a fait un truc et c'était vraiment génial. Qu'on a refait le jour de l'avant-première il y a quelques jours là, où il y avait beaucoup de Kevin, parce qu'on partage tous cette problématique. Donc une communauté, oui.
Et puis je suis honoré que beaucoup de Kevin me témoignent du soutien par rapport à ce projet, parce que il y a un vrai enjeu. Et quand je reçois un message qui me dit il fallait vraiment que quelqu'un le fasse, merci pour ce que tu fais, moi ça me touche, quoi. C'est vraiment puissant. Stéphane nous dit il faudrait le diffuser dans les écoles. Quand on parle de harcèlement. Oui, avec plaisir. C'est-à-dire que ce serait une bonne idée, parce que effectivement, comme vous dites, quand on regarde, on se dit ah ouais, quand même. Mais ce qui est déroutant, c'est que comme c'est lié à une génération qui est celle de 90, la mienne, c'est vraiment propre à les quarantenaires qui connaissent vraiment ce qu'on raconte sur les Kevin. Quand j'évoque ça avec des plus jeunes, 17, 16 ans, etc., Kevin, pour eux, c'est pas forcément bien connoté, mais ça va pas au-delà. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui souffre vraiment de clichés. Donc c'est un vrai truc de génération. Est-ce que vous vous êtes renseigné de savoir s'il y avait beaucoup de Kevin ou à l'Assemblée nationale, ou au Sénat, c'est plutôt Raymond que Kevin, mais est-ce que vous avez... Il y en a deux Kevin qui sont rentrés à l'Assemblée aux dernières élections. Et alors, pourquoi ils sont pas dans le doc ? Parce que c'est dommage. Moi, je voulais m'atteler vraiment aux Kevin qui sont plus dans la souffrance et qui évoquent des témoignages. Donc on a 2 Kevin quand même à l'Assemblée nationale qui votent. Et vous avez cet avocat formidable qui fait une plaidoirie à la fin, qui est absolument génial. J'encourage vraiment tout le monde à regarder ce doc sur Paris Première. C'est également disponible sur la plateforme M6+. C'est franchement très puissant et passionnant, parce que on se rend compte qu'il y a une vraie discrimination et qu'il faudrait que les choses changent. On l'espère. Oui, et ce que dit Jean-François Amadieu, encore une fois, qui est spécialiste des discriminations, est assez édifiant sur le fait que c'est pas considéré comme une discrimination, alors que c'en est une. Et comme ils sont très forts en programmation chez Paris Première, en diffusion, juste avant de votre documentaire, en prime time, il y a le prénom. Il y a le prénom, la pièce de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière avec Patrick Bruel, la regrettée Valérie Benguigui et Guillaume de Tonquédec et Jean-Michel Dupuis. Formidable film. Et Judith, alors là, c'est la pièce de théâtre qui est diffusée. Le prénom, et puis évidemment ensuite un autre prénom, Kevin. Merci à vous, Kevin Facorneau, d'avoir été avec nous. Sauvons les Kevin, Paris Première, samedi 22h55. Merci à vous. Merci. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman, duo. Le supplément média. Le supplément média avec vous, Gilles, parce qu'il y a pas mal d'informations médias. Regardez, j'ai 6 pages, on fera jamais tout ça. Oui, non, mais il y a beaucoup de choses qui bougent. Beaucoup de nouvelles émissions. Peut-être on peut commencer par la une de Paris Match. C'était mon début. Voilà, comme ça. Oui, on est jeudi, ça sort le jeudi. Non, on est mercredi. On est mercredi, ça sort demain. Demain dans Paris Match. C'est sur tous les réseaux, c'est partout. Baba est amoureux. Oui, Valérie, Baba serait avec, alors Baba, je parle de Cyril Hanouna, évidemment, de Tiffaine Ozière. Tiffaine Ozière, c'est la fille de Brigitte Macron, qu'il a rencontrée sur le plateau en mai 2024, où elle est venue faire une chronique. Elle faisait des chroniques, dans son émission. Un peu comme Ségolène Royal. Il a plutôt préféré Tiffaine Ozière que Ségolène Royal. Tiens. Au fil des mois, donc, la passion s'est emparée des 2 tourtereaux. Toujours d'après Paris Match, Stéphane Ozière a annoncé seulement au début du mois le couple qu'elle formait avec Cyril Hanouna à sa maman, Brigitte Macron. En revanche, on verra si le courant passe avec le beau-père. Le beau-père. Oui. Je dis beau-père, mais c'est pas le père mais c'est le mari du président. Oui, mais c'est le mari de sa mère, donc c'est son beau-père. Ça reste son beau-père. Et évidemment, on verra les réactions de belle-maman et de beau-papa. Je pense que c'est la première fois que quelque chose arrive comme ça, un peu à la présidence. D'avoir une affaire comme ça. Des livraisons de croissants à scooter. Oui, mais là, c'est pas la même chose. C'est un animateur qui est à l'antenne, qui a eu des soucis avec l'Arcom et autres. Donc voilà. Et puis, il y a aussi un dossier dans Mediapart dont il parle beaucoup à l'antenne sur sa chaîne TPMP. Qui cartonne, il est de plus en plus au-dessus du million et quotidien en dessous du million. On verra s'il va sur W9. Mais en tout cas, l'info, oui, c'est évidemment... C'est une info à la fois média et politique. C'est pas neutre, parce que Cyril Hanouna est assez critique pour rester sur le président de la République. Donc j'imagine que au sein de la famille, ça doit pas être très simple non plus. Ça va être sympa autour du gigot du dimanche. Voilà. Ce samedi dernier,
Donc c'est pas ce samedi. Samedi dernier, Cyril Ferraud a fêté ses 40 ans. Vous l'avez vu ça? Non. Bah oui, je me doutais, c'est pour ça, vous pouvez le voir en replay. Il a 40 ans alors qu'il paraît tout jeuneau. Sur le plateau de Tout le monde veut prendre sa place avec Bruno Solo, Élodie Gossuin, Laurent Luyat, Léa Salamé. Entre autres, sont venus fêter la quarantaine du Juvénile Cyril en direct. Et du coup, pour fêter cela, vous savez où il est? Là, pour le coup, je suis dans le people de chez People. Hein. Il s'est envolé pour New York. Sur son Instagram, il a écrit « New York, it's always a good idea ». New York est toujours une bonne idée. Faut avoir les moyens. Hein. Ouais, faut. New York, c'est 40 ans, ça se fait. Ça se fait, mais c'est le hamburger à 90 €. Non, j'exagère un peu, mais on n'est pas loin de la vérité. Valérie, la grande semaine devient la petite semaine. Eh oui. Information incroyable hier, communiqué de presse d'M6 à partir du 5 avril. M6 a annoncé, alors ça, ils sont très forts comme M6, hein, je les félicite, ils renforcent leur après-midi. Vous allez voir, le renforcement, il n'est pas pour la grande semaine, mais ils renforcent ces après-midi. Alors ça, c'est de la com. Donc, désormais, à partir du 5 avril, la roue de la fortune, qui a un vrai succès d'audience, arrive le samedi de 17h30 à 18h30 avec Eric Antoine, et roue de l'infortune pour Ophélie Meunier qui voit son format resserré de 45 minutes. Ils enlèvent 45 minutes de la grande semaine, d'où mon petit jeu de mots, la grande semaine devient la petite semaine. Ils prennent l'antenne à 18h30 et jusqu'au journal. 19h15 non, parce qu'il y a le JT à 19h45. Ils vont jusqu'à... Enfin, ça allait jusqu'à... Ça allait jusqu'à 19h40? Non, ça finissait. Non, vous avez une parce qu'il y a la pub. Mauvaise information, ça terminait à 19h15. Oui, bah là, je pense qu'ils vont aller jusqu'à 19h. Parce que non, ça ferait pas longtemps. Hein. De 18h30 à 19h15. Donc, je pense qu'ils vont aller jusqu'à 19h40, juste avant. Vérifiez vos informations. Le journal. En tout cas, dans le communiqué de presse. C'est plutôt bien pour la grande semaine parce que c'est plus exposé. C'est un horaire, s'ils vont plus loin, ça va être. Oui, enfin, enlever 45 minutes d'une émission, c'est jamais anodin. Oui, mais il la décale. Peut-être qu'il la décale. Non, ils enlèvent 45 minutes. C'est écrit dans le communiqué. D'accord. Ok. Là, c'est une vraie information. Au total. Ah oui, mon début est là. Vous savez que donc il y avait l'émission Qui va être mon associé, et on a eu au total ce que ça a donné l'émission de cette année. Ils ont investi 4,5 millions d'euros, ce qui est incroyable hein, quand même pour une émission, bien loin des 7 millions de la saison précédente. Mais cette année, il y avait 6 numéros au lieu de 8, donc ceci peut expliquer cela. Alors je vais vous dire qui a investi le plus. Donc Maxime Oncini, petit joueur cette année. Bon, il a des petits soucis avec son vélo. Vous savez que la société s'est mis en faillite. 100 000 euros seulement. Le nouveau Julien Jacob, 300 000 euros. Il est reparti avec 3 projets. Notre Kelly Massol, qu'on aime beaucoup, qu'on avait reçu, 651 666, mais elle nous avait dit en interview qu'elle s'était un peu calmée. 695 000 pour Éric Larchevêque, 800 000 pour Jean-Michel Carène. Jean-Michel Carène, c'est lui qui a mis 250 000 chez nos amis de Smile. Mais oui. 916 000 pour Alice Abouze. Mais après, est-ce qu'ils suivent? C'est ça la question. Oui, alors là, c'est des sommes sur les... Il y a eu la polémique autour... oui, mais une fois, il y a quelqu'un. Ils n'ont pas les dossiers. C'est-à-dire que les dossiers sont à la production. Eux, ils n'ont pas les dossiers et les chiffres. Donc, à un moment, ils investissent sur ce qui est dit et autres. Et qu'ensuite, en effet, quand ils rentrent un peu dans le vif du sujet et qu'ils aperçoivent qu'il y a d'autres actionnaires ou que c'est pas aussi solide que ça, ils ont le droit de se retirer. Et qui a investi le plus, Valérie, The Winner is Anthony Bourbon, qui a dépensé plus d'1,56 million. Il aime bien être le premier partout. Puisqu'on est dans les chiffres, je voulais revenir sur Énergie 12, dont on a très peu parlé, qui a baissé les rideaux. Et le groupe a communiqué et a chiffré l'impact et l'arrêt financier dans un courrier adressé aux actionnaires par Jean-Paul Baudecroux. Le chiffre d'affaires de 55 millions devrait baisser du groupe à 30 millions. Ça leur fait plus de 20, une perte incroyable. Manque à gagner de la publicité, les coûts mutualisés avec Chéric 25, qui est donc à vendre. Énergie a décidé d'arrêter la télévision. Au final, c'est une perte estimée entre 20 et 25 millions d'euros. Donc, la seule solution pour Énergie, c'est d'arrêter son pôle. Chéric 25, c'est un coût de 17 millions. Et donc, ils veulent
à arrêter. À noter qu'hier, vous avez évoqué Kylian Mbappé qui était au 20h de TF1. Ça n'a pas du tout boosté le journal de Gilles Boulot, qui est dans une petite moyenne avec 5 millions de téléspectateurs. Mais il faut savoir que, d'une manière générale, les stars, les politiques, quand ils sont invités au 20h, ça ne marche pas. Il y a une perte mais là, Kylian Mbappé, non, ça n'a absolument pas intéressé. Ça n'a pas absolument pas intéressé. Ça n'a pas boosté les audiences, en tout cas. On va rester je fais un peu mon capital ce matin. Ouais. 480 millions d'euros minimum sur 3 ans. C'est l'accord qu'a signé le groupe Canal+, et le cinéma français. Alors, c'est le premier financeur de l'industrie du cinéma qui lui permet de diffuser des films 6 mois après la sortie. Ouais. Ce qui est on en avait parlé, sur ces changements. Moi, du coup, j'ai hâte de voir les 3 Mousquetaires en version féminine, qui vont être diffusés sur Canal. C'est évidemment de l'ironie. Maxime Sada est très fier de cet accord et de contribuer au rayonnement français. Alors, il faut dire que dans l'ombre, tapis dans l'ombre, l'oncle Picsou et Mickey sont prêts à casser leur tirelire, car Disney+ a signé un accord pour diffuser juste après Canal+, 9 mois seulement. Et donc, évidemment, ils ont investi plus de 220 millions dans le cinéma français. Disney+ veut rivaliser avec Canal+ et diffuser des films français. 2 nominations à France Info et France Télévisions, Nathalie Saint-Cré qui devient directrice de la rédaction nationale de France Télévisions, et Muriel Plenay qui prend la direction de France Info. Ce sont effectivement des mouvements suite à l'éviction du rédacteur en chef de France Info suite à des informations qui n'étaient pas exactes. La chaîne RMC Découverte, oh là là, je suis déçu. Ils voulaient faire Foufou. Ah oui. J'aurais aimé voir votre remplaçante dans Foufou, voir qui remplaçait Christine Bravo. C'est vrai que le patron du groupe BFM RMC avait indiqué qu'il cherchait à mettre de nouveau, vu le succès du Big Deal et du pari du Big Deal, de mettre des nouvelles marques très fortes à l'antenne pour attirer du monde. À un moment, on a parlé du Foufou. On peut dire qu'en off, vous posiez des questions par rapport à ce projet-là. Finalement, ce n'est pas ce projet-là qui est arrivé, mais ça se discute. L'émission qui était évidemment présentée par l'iconique Jean-Luc Delarue va être présentée par Estelle Denis. Alors, on n'a pas encore les dates, j'ai demandé, mais ils attendent de tourner les premières émissions de Ça se discute. Ça se discute, ça fait des succès de France 2. Et ce qui est bien, en revanche, c'est que l'émission sera produite par Réservoir Productions, la société de Jean-Luc Delarue, qui en a bien besoin, parce qu'évidemment, depuis le départ de Jean-Luc Delarue, il y a beaucoup d'émissions qui ont disparu, et donc ils ont un savoir-faire et une façon de trouver des témoignages et d'être sur des problèmes de société. Bien sûr. Où ils ont une compétence incroyable, savoir prod. Je ne sais pas s'il y a les mêmes. Si, ça sera une partie des mêmes équipes. On vieillir un peu, le temps. Nous aussi, on est toujours là. On est toujours là. C'est pas forcément la même chose qu'il y a 15 ans. Non, mais moi je pourrais refaire Mireille Dumas sans souci pour retrouver des témoins. C'est fini. Merci Gilles pour toutes ces infos. Et vous reviendrez en deuxième semaine. À très vite. Demain, on reçoit. Demain, je suis sûr que ça va plaire à toute une génération parce que on reçoit Billy Crawford. Vous vous souvenez de Billy Crawford ? Bien sûr. Oui. Absolument. Et après, on va parler de l'Eurovision et d'Interville vendredi avec Alexandra Renamiel. Très bien, vous revenez demain alors. Merci à vous. À tout de suite pour les débats. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.